Chahut Média. La place de Monique Saint-Hélier, pour être clair, dans l'histoire de la littérature en Suisse romande, elle est acquise, je dirais, elle est là, elle a joué un rôle important, en tout cas, dans cette histoire-là, même si, comme on le sait, effectivement, sa situation est particulière, parce qu'elle a publié presque exclusivement en France. Son œuvre, bien sûr, se situe en Suisse romande, mais enfin, ses modèles ne sont pas du tout romans. C'est un destin quand même assez extraordinaire pour une femme dans les années 20, 30, malade, arriver à écrire ce qu'elle a écrit dans des conditions difficiles. Je pense qu'il y a de toute façon ça déjà, la figure même comme telle, qui est suffisamment hors du commun ou singulière pour qu'on s'y intéresse. Pour ce qui est des textes, je crois qu'il y a quand même une patte, un pouvoir d'évocation, une capacité de rendre des atmosphères et des climats, de parler de certaines situations qui est assez extraordinaire. Monique Saint-Hélier, c'est une vie et une œuvre paradoxales. L'autrice d'un cycle littéraire follement ambitieux et laissé inachevé, et une écrivaine immense dont les romans relèvent à la fois du suspense sentimental et de la plus haute exigence littéraire. Une diariste de premier plan dont les écrits intimes ont dormi dans une malle durant des décennies avant d'être finalement exhumés, et à la fois une personnalité secrète et aussi possessive, restée alitée durant 30 ans en raison d'une maladie mystérieuse. Enfin, Monique Saint-Hélier, c'est une fille du Jura suisse qui, sa vie littéraire durant, a tué ses origines romandes quand son œuvre tout entière, elle, puisait dans les souvenirs de son enfance à la Chaux-de-Fonds. Qui était Monique Saint-Hélier ? En 3 épisodes, cette série podcast dresse le portrait d'une autrice d'exception. Monique Saint-Hélier, l'œuvre infinie, une proposition du Centre de littérature en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Premier épisode. Une vie immobile. Monique Saint-Hélier, ça n'est pas son nom d'abord. Son véritable nom, c'est Berthe Heimann. Donc elle porte un nom d'origine suisse-alémanique, bernoise, mais enfin c'est une famille bernoise qui s'est installée à La Chaux-de-Fonds. Stéphane Petermann, responsable de recherche, Centre des littératures en Suisse romande, Université de Lausanne. Et son père est un horloger, un homme d'affaires aussi, un peu un inventeur. Donc elle vient d'un milieu de gens qui travaillent, qui sont un peu des entrepreneurs. Elle a grandi donc à La Chaux-de-Fonds, dans cette ville ouvrière, une ville assez importante à cette époque. Elle a une bonne éducation, elle est une élève plutôt brillante, elle réussit bien à l'école, et donc son père place en elle des espoirs assez importants. À 4 ans, sa mère meurt, c'est le premier traumatisme, ou c'est le principal traumatisme. La mort de la mère restera pour Monique Saint-Hélier toute sa vie une sorte de rupture ou de cassure existentielle, dans la mesure aussi où elles se sont d'une certaine façon responsables de cette mort. Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande, Université de Lausanne. Et évidemment qu'elle éprouve un sentiment d'abandon, même si son père se remarie et que finalement il n'a pas de mauvaise relation avec la deuxième femme de son père. Elle se sent quand même, disons, la situation d'orpheline est une sorte d'élément fondamental, on le voit bien dans l'œuvre. Les orphelins sont un motif récurrent, il y en a plusieurs, et tous vivent cette situation de façon assez rude. À propos de la mère encore, il faut rappeler que le pseudonyme de Monique Saint-Hélier est indirectement rattaché à la mère, puisque Saint-Hélier, semble-t-il, c'est un saint qui est fêté, semble-t-il, le 16 juillet, qui est la date de naissance de la mère de Monique Saint-Hélier. Donc il y a un lien assez clair entre les deux. Dans le journal, elle dit cela. 16 juillet 48. Alexandra Weber-Bernet, coéditrice du Journal de Monique Saint-Hélier.
la Saint-Hélier, la fête de mon nom et patron. Le 16 juillet, c'est la fête de naissance de ma mère, la Saint-Hélier. Et voilà mon nom. Quand j'ai découvert ce nom à cette date, il m'a semblé que ma mère me le donnait. Je n'ai rien d'un saint, ni n'ai jamais cherché à ressembler sur un point quelconque à l'une de ces grandes figures. Mais Saint-Hélier ne m'effrayait pas, ou moins, beaucoup moins qu'un autre, un saint tout boisé qui vivait dans l'amitié des arbres. Si l'on pense que j'ai failli naître dehors en plein air et à l'orée d'une forêt de sapins et de hêtres, j'y ai vu comme la permission à me placer sous la protection d'un être qui, comme moi, aimait la résine, l'odeur du bois et les oiseaux. Ce nom de Saint-Hélier, il est tellement devenu mien, il l'est plus que mon nom de naissance ou de mariage. Un homme des bois. Rien ne pouvait me convenir mieux que toute cette ombre, ce mystère des feuilles et de la vie immense et sourde des bêtes, qui devait s'approcher du saint dans l'amitié confiante des enfants du Père. À l'adolescence, Berthe est sujette à des problèmes de santé. Alors qu'elle entre à l'université, son état s'aggrave, elle doit interrompre ses études. On lui connaît alors une opération à la jambe. Elle garde le lit pendant 3 ans. 1917, Berthe Heimann épouse Ulysse Briot, rencontré un an plus tôt à l'université de Lausanne. Un étudiant en théologie, aspirant écrivain et fils d'un instituteur protestant très engagé dans la paroisse de l'Église nationale. Peu après, le couple s'installe à Berne, s'y inscrit à l'université et se lie à un certain Gonzague de Reynold, professeur de l'université de Berne, figure de la droite catholique et fondateur de la Société helvétique, bras intellectuel d'un patriotisme nationaliste. Sous son influence, le jeune couple se convertit au catholicisme et fréquente les milieux intellectuels bernois. C'est par ce biais que Berthe fait la connaissance du poète Rainer Maria Rilke en 1923. Rilke est déjà un mythe au moment où Monique Saint-Hélier le rencontre. En tant que figure du poète, c'est, disons, l'incarnation même d'une certaine idée de la poésie à cette époque. Rien, au fond, ne prédestinait véritablement cette jeune femme qui jusque-là n'a encore aucune activité littéraire ou particulière à rencontrer quelqu'un qui est une figure extrêmement importante dans le milieu littéraire européen. Elle rencontre effectivement par hasard lors d'un bal chez les Reynold. C'est amusant de voir que l'épisode central de son œuvre, du cycle Les Aléracs, c'est un bal. Et puis là, c'est lors d'un bal qu'elle rencontre Rilke. Un bal où elle ne peut pas danser parce qu'elle a des problèmes avec sa jambe. Donc elle se retrouve comme ça un peu isolée avec Rilke qui lui aussi ne danse pas. Il y a quelque chose d'assez évident et assez banal dans cette rencontre. Mais effectivement, après, tout se joue dans le sens qu'elle donne à cette rencontre. Et puis dans ce qui se joue là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle l'a rencontré que forcément elle allait nouer une relation forte avec lui. Ça a été le cas. Et ça a été le cas pour des bonnes raisons. Rilke a aussi reconnu en elle, je pense, un être qui avait aussi peut-être une même intensité, une même profondeur, et il y a une sorte de relation mutuelle très forte qui s'est instaurée à ce moment-là. Elle devient écrivain, si on veut, juste après la mort de Rilke, avec des textes qui précisément lui rendent hommage. Donc moi, ce que je vois essentiellement là-dedans, c'est une sorte de filiation, et c'est ensuite ce que d'autres ont vu aussi chez elle, c'est-à-dire une sorte d'héritière d'une certaine idée de la poésie. Peut-être aussi que ce que Saint-Hélier a trouvé chez Rilke, on ne sait pas si elle l'a trouvé ou si c'est un effet justement d'héritage de celui-ci, c'est la croyance en un monde où il y a des signes qui surgissent et qu'il faut déchiffrer, interpréter. C'est-à-dire que le monde fourmille, si on y est sensible, de messages qui d'une certaine façon doivent être déchiffrés. C'est un peu ce que Rilke, à sa manière, développe dans sa poésie, dans certains de ses textes, c'est-à-dire que le monde n'est pas muet, il faut savoir l'interpréter et l'écouter, et c'est finalement ça, je pense, qui la touche dans la relation qu'elle a avec lui, à tel point que d'une certaine manière, même leur rencontre, elle la place un peu sous ce signe-là. À moi, qui n'avais jamais vu le monde, qui ne connaissait Paris que par la NRF, Rilke m'a donné le visage sensible de Paris. Pas celui qui s'inscrit avec des signes sur les feuillets des livres, mais l'autre. Celui que Paris grave dans les cœurs de choix avec un canif de joie et un ciseau de peine.
il m'a donné Paris. Il m'a donné Gide et Giraudoux et d'autres. Non seulement leurs livres, qui seraient trop peu, mais il m'a parlé d'eux, de leur vie, de leur visage, et il m'a dit de penser à tous avec tendresse. Parce qu'une tendresse qui voyage vers des cœurs inconnus, cela trace un joli chemin dans le monde. Un extrait de À Rilke pour Noël, Monique Saint-Hélier, 1927. Convertis au catholicisme, Berthe et Ulysse changent de prénom. Monique pour elle, Blaise pour lui. Bientôt les voilà installés à Paris, où par l'entremise de Conzac de Reynold, Blaise est nommé à l'Institut international de coopération intellectuelle, une branche de la Société des Nations. À Paris, le couple s'installe rive gauche, rue Saint-Jacques d'abord, puis quai de Béthune sur l'île Saint-Louis. Les Briot aiment le beau. Les meubles sont de bon goût, les intérieurs élégamment mis en scène. Dehors, le monde de l'édition parisien est en plein bouleversement. En effet, après le choc de la Première Guerre, le roman français opère ses mutations. C'est dans ce contexte que Monique fait paraître chez un éditeur bernois À Rilke pour Noël, un texte qui la désigne comme témoin privilégié auprès des cercles rilkéens. Quand le couple Briot arrive à Paris en 1926, c'est l'année où la réception de Rainer Maria Rilke vraiment démarre en flèche, donc notamment avec les cahiers de Malte Lauritz Bricke qui sont traduits entièrement en 1926. Maude Dubois, professeure à l'Institut de langue et civilisation française, Université de Neuchâtel. Et c'est le moment aussi où Rilke décède. Donc il y a toute une série d'hommages suite à ce décès et À Rilke pour Noël paraît dans ce contexte. Donc le fait d'avoir cette amitié quand même illustre lui permet d'être, avec son mari bien sûr, d'être englobé dans ce réseau de tous les acteurs de la réception de Rilke. Il faut imaginer quoi à ce moment-là ? Rilke, superstar, avec une espèce on dirait fanbase aujourd'hui. Oui, alors tout à fait. Il y a vous dites fanbase, mais c'est carrément de l'ordre plutôt du religieux, parce qu'il y a vraiment un culte à Rilke. Donc c'est une sorte de groupe d'hommes de lettres qui se passionnent pour le romantisme allemand, donc le romantisme historique. Et pour eux, finalement, Rilke incarne le romantique ultime, le poète ultime. Et donc, ils le valorisent, ils profitent de faire tourner autour de lui toutes sortes de valeurs qu'ils promeuvent. Et donc, Monique Saint-Hélier est embarquée finalement dans ce mouvement-là, ce qui fait que Edmond Jaloux et Jean Cassou, qui sont deux acteurs de cette réception de Rilke, vont prendre en charge le manuscrit, le premier texte de Monique Saint-Hélier, La cage aux rêves, et le placer. Alors, on a dans les écrits qui sont dans le fond Monique Saint-Hélier, on voit que ça n'a pas été facile de le placer, mais ils se sont battus et il a été publié chez l'éditeur Correa, qui est devenu Buchet et Chastel par la suite. Et donc là, c'est eux qui ont commencé à soutenir tout de suite ce texte par des comptes rendus élogieux en manifestant la parenté qui existe avec l'écriture de Rilke. Ce qu'il faut voir, c'est que dès le moment où elle arrive à Paris, elle vit en recluse, donc finalement, elle n'a pas de sociabilité hors de la maison. Daniel Maggetti. Tout ce qu'elle peut voir, percevoir ou ce à quoi elle peut avoir accès doit, par la force de choses, venir à elle. Elle est dans l'impossibilité ou dans le choix, enfin peu importe, ça reste la question mystérieuse. Elle reste forcément cloîtrée chez elle. Donc, il y a son mari qui fonctionne comme un trait d'union constant avec l'extérieur, puisque c'est lui, il va travailler, il revient, etc. Donc, il voit le reste du monde. Ou alors, il y a des personnes qui sont admises et qui viennent chez elle. Et c'est, depuis ce moment-là, le fonctionnement général de sa vie, c'est ça. Elle mène sa vie, sa carrière, effectivement, depuis son lit. On a un certain nombre d'images aussi qui la montrent au lit, avec des livres, avec des papiers. Donc, il faut l'imaginer, effectivement, écrire au lit.
Stéphane Peterman. Avec tout ce que ça représente aussi de difficultés matérielles, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas à la plume, à l'encre sur du papier au lit comme on le fait à son bureau. Elle écrit beaucoup, évidemment, d'autant plus de lettres qu'elle peut moins voir les gens, probablement. Pendant des années, je ne revis plus Monique Saint-Hélier. Elle ne sortait guère, mais on me fit tenir un jour un manuscrit qui me parut infiniment précieux. C'était celui de La cage aux rêves. J'ai toujours aimé ces sortes d'ouvrages, sans affabulation, où l'on entrevoit, comme en filigrane, le dessin d'une sensibilité vibrante et sincère. Il y avait des pages déchirantes dans ce journal estompé, qui se déroulait dans un véritable crépuscule de vie intérieure. Plusieurs de nos amis, dont Jean Cassou et moi, nous avons, pendant plusieurs années, transporté ce manuscrit d'éditeur en éditeur sans en obtenir qu'il parût. Mais quand il le fut enfin, son succès fut grand. Extrait d'un article sobrement intitulé « Monique Saint-Hélier », publié par Edmond Jaloux. Bon, ça c'est le premier roman qui fait pas partie du cycle des Alérac, donc c'est un roman qui est assez largement autobiographique. La protagoniste s'appelle Béaté, elle a un prénom qui commence par B comme Berthe, elle est orpheline. On retrouve beaucoup d'éléments qui sont très très proches de la vie de Monique Saint-Hélier. Donc là, il y a clairement une tentative d'entrer en littérature en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans sa propre vie. C'est déjà un roman qui ne joue pas sur une intrigue traditionnelle. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout un développement avec une chute, enfin les principes qu'on attend à partir du roman. Ça fonctionne plus comme un roman introspectif qui donne des étapes d'une vie particulière sur un mode qui n'est pas celui du roman classique, disons. Mais le grand saut se fait surtout à partir de Bois mort, c'est-à-dire à partir du moment où Monique Saint-Hélier se lance dans ce qui devrait être, dans son esprit, une vaste saga en plusieurs volumes, à partir d'une intrigue compliquée ou complexe, qui doit balayer plusieurs générations, donc qui doit vraiment faire un parcours à travers des époques, des milieux et des situations différentes, le tout dans un arrière-plan qui est quand même très très fortement marqué par la chaux-de-fonds. Alors on appelle souvent cet ensemble le cycle des Alérac, du nom d'une des familles qui sont mises en scène, les Alérac. Le cycle des Alérac, c'est le récit du destin de 3 familles, les Alérac, les Groulx et les Balagny. Au tournant du XXe siècle, à l'heure de la mécanisation de l'industrie horlogère, on les suit qui se côtoient et s'affrontent. Pour cadre, la chaux-de-fonds, donc, jamais nommée. Pour temporalité, une nuit de bal, prétexte au déploiement d'une palette inouïe de sensations et de souvenirs vécus par des personnages dotés d'une vie intérieure très riche. À sa publication chez Grasset en 1934, le roman Bois mort est proposé pour le prix Goncourt et le prix Féminin. Il fait également l'objet d'une vive polémique. On voit bien 2 tendances qui se dessinent. Donc ceux qui soutiennent le roman, qui sont essentiellement les néo-romantiques, les rilkéens. La professeure Maude Dubois. Et qui loue dans cette œuvre tout ce qui fait que ce n'est pas un roman français traditionnel. Alors, il est lancé avec une comparaison avec le roman anglais. La publicité dit « Bois mort, un sarn français ». Sarn était un roman de Mary Webb, une Anglaise, qui a été traduit justement et publié par Grasset en 1930. Ceux qui critiquent Bois mort et ceux qui le promeuvent parlent au nom du réalisme. Sauf que le réalisme n'est pas défini de la même manière pour les uns et pour les autres. Donc, pour les rilkéens, Monique Saint-Hélier approche de beaucoup plus près la réalité d'un être humain, son intériorité, et même ce qu'on pourrait appeler l'absence de composition, c'est justement ce qui fait la vie.
On pourrait comparer, je crois que l'image apparaît, entre un jardin à la française et un jardin justement à l'anglaise. Donc c'est un peu les enjeux. Au niveau de la langue aussi, on reproche à Monique Saint-Hélier de mal écrire. Je relisais un article d'un journaliste suisse, Jean Nicolier, qui n'aime pas du tout Bois-Mort. Il est presque scandalisé qu'on publie des livres si mal écrits, en gros. En tout cas, qui ne répondent tellement pas à ce que devrait être un roman. Et en même temps, en France, il y a des gens qui disent que c'est des livres qui ne sont pas français, par rapport à une certaine idée de la clarté. C'est plutôt là-dessus, finalement, que porte le débat, davantage que sur la figure même de l'autrice, qui reste effectivement tout à fait invisible, hein, mais comme d'autres, hein, c'est pas du tout un cas unique. Ce qui est intéressant, c'est que comme elle n'est pas présentée comme une auteure suisse, contrairement à Ramu, personne ne l'accable en tant que Suisse par rapport à sa langue. Question, pourquoi est-ce qu'elle ne se présente pas elle-même comme auteur roman 2 ? Alors, je pense que c'est lié, j'imagine, au fait que dans ces années-là, toutes ces littératures, disons, marginales, entre très gros guillemets, n'avaient pas de légitimité. Donc, il vaut mieux être française plutôt que suisse, où on risque... Alors, on a vu justement avec Ramu, il a écopé de beaucoup de critiques dès lors qu'on savait qu'il était suisse. Alors là, effectivement, sa nationalité suisse est complètement passée sous le radar et elle-même, elle ne le met pas du tout en valeur. Après, bon, à un moment donné, la polémique cesse. Et puis, quand paraît Le Cavalier de paille, on voit qu'il y a beaucoup moins cette effervescence autour de ce deuxième roman. Quel gâchis! Quel gâchis fantastique! Elle était stupéfaite qu'en si peu d'heures, on put maçonner un tel gâchis. Le landau montait la côte, atteignit le poteau indicateur. Assis à côté de sa petite fille, le vieil Alérac se tenait très droit. Il était fatigué, ses soirées l'éreintaient. Pourtant, cette nuit, il n'était pas trop mécontent de ses affaires. 2 fois de suite, il avait été le Terre-Neuve. Quant à ton fameux gâchis, il s'arrêta une seconde, mesura la valeur du désastre. « Ne te tourmente pas, dit-il rapidement, d'une voix presque joyeuse, en rabattant la couverture sur les genoux de Carole. Ton grand-père existe, mon petit. Ton grand-père existe, mon petit. Ton grand-père existe, mon petit. Elle appuya sa joue contre son épaule. Il lui semblait qu'elle avait 6 ans, 8 ans, 10 ans, qu'une fois de plus, elle venait de rater son examen de calcul et qu'il la prenait contre lui, le bras sous la nuque, sa grande main ferme caressant son léger poignet d'enfant. Comment voudrais-tu qu'il n'y ait pas de gâchis dans ce monde ? Tu croyais donc que la vie était simple ? Mais elle savait que ce soir, en toutes circonstances, elle souligna le mot, elle avait été au-dessous de tout. Au-dessous de tout. Un extrait de Le Cavalier de paille, Monique Saint-Hélier, 1936. Juin 1940, c'est la débâcle. Monique et Blaise fuient la capitale et tentent de rallier Guérande, en zone libre où a été déplacé l'institut qui emploie Blaise. On place Monique dans une ambulance, on fonce vers l'ouest. Ayant atteint tant bien que mal la ville de Gien, où se trouve le dernier point intact sur la Loire, le couple voit celui-ci voler en éclats sous ses yeux. Sans solution, les Briot rentrent à Paris. 4 années difficiles commencent. Matériellement notamment, où le couple va connaître les privations de la guerre, Blaise se retrouvant sans salaire. Durant les années d'occupation, il continue fidèlement à faire le lien entre Monique et le monde extérieur. Oui, le Blaise Briot, c'est toujours le pauvre Blaise. Effectivement, c'est l'homme dévoué, l'homme de ménage. Il fait les courses, il fait à manger, il la déplace sur son chariot. Donc, je pense que ça, c'est une réalité. Il a été vraiment son garde-malade. Aujourd'hui, on dirait que c'est un proche aidant. Stéphane Peterman.
Alors lui, c'était un très très proche aidant, alors, parce que vraiment, il a vécu depuis les années 20 jusqu'à la mort de Monique Saint-Hélier. Ça a été vraiment son soutien inamovible. Donc il y a ça, et puis c'est quelqu'un qui semble être très sensible, très intelligent, très doué. Il a écrit de la poésie, il a traduit de l'allemand, il a fait du dessin, il dessine très bien, il a fait de la gravure. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. Ceci étant dit, je pense que lui et Saint-Hélier ont une relation qui est extrêmement proche. Enfin, il y a une complicité intellectuelle, c'est un partenaire, je dirais, intellectuel, vraiment de premier plan. Ils se ressemblent pas beaucoup, mais ils sont très complémentaires. Mais revenons à Monique. Pour elle, c'est aussi artistiquement que les années de guerre sont éprouvantes. Incapable de poursuivre son œuvre romanesque, elle débute alors un journal rédigé sous la forme de cahiers. Ces carnets, au fond, c'est la réponse personnelle et intime de Saint-Hélier à cette situation traumatique qui est celle de la guerre. Donc d'une part, cet exode avorté. Le professeur Daniel Maggetti. Et puis les conséquences psychologiques et matérielles de la vie à Paris, sous l'occupation. C'est quelque chose qui bloque complètement Saint-Hélier sur le plan même. Elle ne peut plus se consacrer à son écriture romanesque. Et le journal, à ce moment-là, devient un succès d'année, si l'on veut, ou un refuge, enfin on peut l'appeler comme on veut. C'est un journal qui a plusieurs caractéristiques, je dirais. C'est un journal de guerre, c'est un journal intime, c'est un journal littéraire, mais c'est aussi un journal médical où elle consigne les souffrances, les symptômes, la médication, les médecins. Donc ça, c'est assez extraordinaire comme document. On voit effectivement la dégradation physique. Enfin, elle a des problèmes de dents, des problèmes de pression, des problèmes. Enfin, elle maigrit. Ce qui m'a frappé beaucoup en travaillant sur ce journal, c'est de voir à quel point, même si elle a beaucoup de connexions avec l'extérieur, même si elle correspond avec les gens, même si elle voit des gens, elle est dans une situation d'enfermement quand même très fort. Et symboliquement, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une personne qui est alitée, enfermée dans un appartement, qui lui-même est sur une île, dans une ville occupée, et dans un pays qui est occupé par une puissance militaire étrangère. Alors, en ayant dit ça ne veut pas dire qu'effectivement, elle est intellectuellement coupée du monde. Elle lit les journaux, elle s'informe beaucoup, elle est très au courant de la situation militaire et politique, même si évidemment c'est très imparfait, parce qu'elle a les informations qu'on veut bien lui donner. Elle voit du monde, elle reçoit beaucoup de lettres, donc elle n'est pas du tout isolée de ce point de vue-là. Mais disons, c'est une situation d'enfermement qui va exacerber certains traits de sa personnalité et qui va quand même contribuer à péjorer son état psychologique. Donc si on veut en arriver à ça, pour dresser un portrait psychologique, disons, de Saint-Hélier, on voit à quel point elle peut être un peu manipulatrice, à quel point elle va utiliser, je pense, sa situation d'alité, de malade, pour attirer les gens à elle, pour essayer d'obtenir d'eux des choses. Elle a besoin d'obtenir beaucoup de choses, parce que matériellement, elle est toujours en une situation de pénurie, de manque. Elle fait venir les gens à elle, et de ce point de vue-là, on peut la décrire sous différentes... des gens qui l'ont bien connue, qui la décrivent comme une sorte d'araignée au centre d'une toile qu'elle tisse autour d'elle. Il y a l'image du vampire, etc. D'un point de vue strictement médical, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de diagnostic posé et les traces que l'on a rendent impossible apparemment une appellation des symptômes de la maladie. Étant donné qu'on n'arrivait pas véritablement à mettre un nom sur la maladie, Monique Saint-Hélier a suivi des traitements de toutes sortes qui probablement ont aussi eu des effets négatifs sur les symptômes même. Donc une période, elle est complètement morphinomane, vraiment. C'est un exemple parmi d'autres, donc de tout ce qu'il y a eu comme dépendance à des traitements, à des médicaments pendant de longues années. Oui, moi je me garderais bien de trancher cette question. C'est très compliqué en 2024 de dire réellement ce qu'a été la maladie d'une personne morte en 1955. Ce qu'on constate, c'est que ces souffrances, elles sont bien réelles. Il y a des traitements, il y a des médecins, elle a des problèmes physiques
qui sont très violents, Alors après, c'est sûr que voilà, en étant alité, ça a aussi des conséquences. La malnutrition pendant la guerre, ça a aussi des conséquences. Donc, moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand même à quel point elle aime toujours se faire des familles, des familles d'écrivains, ou des familles spirituelles, ou des familles qui contiennent des morts comme des vivants. Et puis, elle se joint à ce genre de famille. Une de ces familles, c'est la famille des écrivains ou des écrivaines malades. Elle se relie quand même à eux et à elle. Elle appartient, à ce point de vue, à la famille des Proust, des Catherine Mansfield, de Joé Bousquet, avec qui elle correspond aussi. Donc elle s'identifie, ou à Rilke aussi, donc elle s'identifie vraiment à ces gens qui ont vécu alité, qui sont morts jeunes, ou qui sont dans la souffrance. Être poète, être écrivain, c'est aussi souffrir. Être écrivain, être malade, être souffrant, et puis transposer toute sa vie dans l'écriture, ça fait du sens. Elle parle du texte, qui est très intéressant dans sa correspondance, c'est qu'elle parle du texte comme d'un corps. Elle parle de mutilation, d'amputation, de cautérisation. Ça saignait de tous côtés. Il y a des fois des images assez cauchemardesques. Et c'est comme si elle dit même une fois alors je vais être opérée. Donc ça voulait dire qu'elle devait recouper dans son texte, comme si ce texte était elle-même. 2 mars 1941. Que j'écrive mon livre, qu'il soit un livre vrai. Comment l'écrire avec en plus de bien des choses ces 3 démons, la maladie, la morphine, la situation politique. Tout est rouillé, tout est mort. L'amour, comment voulez-vous que j'écrive un roman d'amour ? On vient de me faire une piqûre, 1,4 cm3 de morphine. Je devrais rester étendue, immobile. Et voilà. C'est vrai que moi j'aime bien ce terme d'hypersensibilité. Elle a, je trouve, une hypersensibilité, une attention aussi extrêmement accrue au moindre détail. C'est quelque chose qui se voit d'ailleurs dans son regard en tant que romancière. Elle est attentive au moindre mouvement, à la moindre sensation, les étoffes, les couleurs, les lumières, même des choses imperceptibles. Et donc dans les mouvements émotionnels chez elle ou chez les autres, elle est hyper attentive à tout. Et elle interprète, elle surinterprète toujours ce que les autres font, ce qui se passe en elle et tout. Donc le journal, c'est aussi un journal d'analyse, d'auto-analyse, d'analyse des autres. Il y a des carnets entiers qui sont consacrés à sa relation à Jean Paulhan, par exemple, une relation compliquée, qui est faite de jeux amoureux, de séduction, de jalousie, de possession ou de dépossession. Et puis c'est comme ça avec beaucoup d'autres gens. Alors, c'est une personnalité qui est assez extraordinaire. On a beaucoup insisté sur le côté manipulateur et tout. Il faudrait aussi insister sur, je pense, personnalité vraiment marquante, quoi. Plus qu'attachante, vraiment marquante. Donc, pour arriver à séduire, intéresser, retenir l'attention de gens comme Rilke, Jean Paulhan, Salis, Gabriel Marcel, des gens comme ça, ouais, faut quand même croire que c'était une sacrée personnalité. « 1953. En France, le paysage éditorial a changé. Une littérature plus engagée est apparue alors que la vague du nouveau roman se lançait. C'est dans ce contexte que Saint-Hélier publie Le Martin Pêcheur, 3e tome du cycle des Aléracs. Sourde à toute évolution esthétique, comme si le choc de la guerre n'avait pas eu lieu, cette suite avance à contre-courant de son temps. Disons, moi j'ai travaillé sur la réception de ces romans et dans ce cadre, j'ai dû comprendre toutes ces années où elle n'a rien publié. Maude Dubois. Et ce qui est fascinant, c'est la manière dont elle envisageait cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un développement entre Le Bois mort et Le Cavalier de paille, mais ensuite elle se lance dans un projet tellement fou où elle revient donc sur la matière du Cavalier de paille, Une nuit de bal, et elle commence à le développer. Elle parle d'une prolifération anarchique, mais qui tiendrait par une force elle a des cahiers de concordance minutieuses. Donc son idée, c'est de faire tenir. Il y a une tension entre cette masse énorme et la rigueur des éléments qui sont posés et développés. Et elle évoque en 1947 une première version où il y a une immense corbeille de 35 cahiers
qui sont l'équivalent, en tout cas, de 3000 pages qu'elle aimerait publier. Et l'éditeur, bien sûr, n'est pas d'accord. Terrifié. Bon, il y a la question du papier, etc. Mais même, voilà. Et il lui demande de retravailler tout ça pour arriver à quelque chose de publiable. Et elle s'enlise de nouveau encore dans un manuscrit pour essayer de couper ces parties, arriver à quelque chose. Et alors qu'elle était censée publier quelque chose qui fasse 400 pages, elle envoie encore en 1952, donc il s'est encore écoulé 5 ans, elle envoie 1000 pages. Donc l'éditeur, là, de nouveau, recoupe, etc. C'est vraiment... Moi, j'aurais tendance à voir ça presque comme de l'art brut, avec cette prolifération de ce manuscrit. Elle-même est perdue dans tout cela. Et je trouve assez fabuleux comme elle essaye de défendre cette œuvre, parce que ça fait vraiment partie de son projet esthétique d'avoir cette longueur. J'ai de la peine à faire la part entre... la maladie et ce projet fou dont j'ai parlé tout à l'heure, de ce million matière, de cette coulée romanesque. Avec le Martin Pêcheur, le lecteur ou la lectrice se dit que le cycle des Alérac va donc se poursuivre ainsi. Un tome après l'autre menant lentement vers une résolution de l'intrigue, soit qui donc Carole, l'héroïne de la saga, va-t-elle finalement épouser ? Mais non. Le 4e volume du cycle, L'Arrosoir rouge, publié en 1955, revient 10 ans avant l'intrigue. Elle revient sur le passé pour le compléter, pour l'approfondir. Et donc, ces retours ne sont pas juste du flashback pour donner des informations, parce que certains épisodes sont repris. Donc, le contenu informationnel, finalement, était là déjà, mais elle enrichit ce passé par d'autres éclairages. Et c'est vrai que c'est assez fascinant d'entrer dans ce monde-là. Elle veut aller rechercher dans le passé des personnages pour comprendre leur situation des années après. C'est une autre manière, disons, de creuser l'existence de ces personnages et de comprendre les soubassements, disons, de leur comportement ou de leur... Pour elle qui vit avec ces personnages, le soir du bal, les préparatifs du bal et le lendemain, c'est une sorte de présent avec lequel elle vit. Alors ça, dans les carnets, on le voit bien. Il y a des moments où elle dit, au fond, je suis pas à Paris maintenant en 1942, je vis avec mes personnages. On dit souvent que Proust a pu transférer son corps de chair dans son corps de livre. Alors lui, il a eu la force et son projet était achevable, donc il l'a fait. Mais Monique Saint-Hélier, je pense qu'elle n'a pas pu le faire, mais non seulement elle n'a pas pu le faire, mais elle n'aurait pas pu le faire. Pour le Martin Pêcheur, elle avait re-signé un contrat donc, du Martin Pêcheur plus une série ouverte de romans. Donc voilà, le point final n'était pas d'actualité. « 1955. Monique Saint-Hélier, 60 ans, meurt à Chambines, en Normandie, où elle a vécu avec Blaise Briot les dernières années de sa vie. Peu auparavant, elle avait publié Quick, texte bref qui tranchait formellement avec les romans du cycle des Alérac. Veuf, Blaise retourne à Lausanne et devient enseignant, laissant dans une remise de l'immeuble du quai de Béthune l'ensemble des éléments manuscrits de son épouse. Cahiers, manuscrits, correspondances. Durant plusieurs décennies, l'œuvre de Monique Saint-Hélier reste indisponible. Le souvenir de l'autrice s'efface jusqu'aux années 80 où, progressivement, ses romans sont réédités et son importance pour les lettres romandes, enfin, réévaluée. Redécouverte, Saint-Hélier frappe par son originalité. Virtuose d'une extraordinaire densité, son œuvre happe le lecteur dans un univers singulier qui puise dans ses souvenirs d'enfance et où tout parle, vibre, s'anime, comme inspiré par une puissante intensité de vie. L'œuvre romanesque de Monique Saint-Hélier, ses caractéristiques et ses secrets, on en parle dans le 2e volet de cette série podcast.
Monique Saint-Hélier, l'œuvre infinie, une proposition du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Interview et réalisation Chahut Média, David Brun-Lambert et Carole Harari. Direction éditoriale, Daniel Maggetti. Musique originale, Nick von Frankenberg. Tous les épisodes de cette série documentaire podcast sont disponibles sur le site du Centre des littératures en Suisse romande. Rendez-vous à l'adresse www.unil.ch/CLSR, sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Retrouvez-la également dans le cadre de l'exposition Monique Saint-Hélier, une écriture en étoiles, du 7 novembre 2024 au 19 avril 2025 à la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne.